Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Je propose qu'on attende 1 ou 2 minutes, que les personnes arrivent à se connecter et puis on démarrera, à 32 du coup. Voilà, il est 11h32, je tiens parole, nous commençons. Bonjour Bonjour à tous, à merci de nous tous. avoir, rejoints. Donc avec Fadia, nous en sommes à 4 webinaires. Nous avons déjà animé le premier webinaire qui traitait des principes généraux de la consolidation. Le deuxième, c'était, les écritures de retraitement en conso et le troisième, les variations de périmètre. Donc aujourd'hui, le programme traite, des impôts différés et de la preuve d'impôt, le corollaire, des impôts différés. Alors, voici le sommaire. D'abord, donc, la différence entre, l'impôt exigible et l'impôt différé. Ensuite, les impôts différés issus de la 2058, donc des différences, temporaires fiscales. Les impôts différés, issus des différences temporaires, conso. La preuve d'impôt qui est en fait la formalisation de toutes les des impôts différés dans l'annexe. Et un petit sujet, spécifique, l'intégration fiscale qui est une petite particularité à traiter dans la preuve d'impôt. Et ensuite notre offre de conso. Mais tout d'abord, nous allons nous présenter. Alors Vas-y bonjour à Fadia. toutes et à tous. Merci Claire. Donc moi je suis Fadia Regué, expert comptable diplômé et spécialisée en production de comptes consolidés que je pratique depuis 20 ans maintenant, même un peu plus. À cela, je fais aussi du coaching professionnel, donc en IRNC, coaching individuel et du coaching d'équipe également. Un des points renfort, c'est le mémoire DEC que la formation des experts comptables du commissaire aux comptes. Merci Fadia. Donc moi, c'est Claire Quillet-Lemaître. Je suis, diplômée d'expertise comptable, associée de PKF Arcelon depuis, 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, spécialisée aussi dans la production des comptes conso. Et mon petit plus à moi, c'est que je suis aussi, professeure, de consolidation auprès de M2 CCA, de M1 CCA pardon, à l'IGR, une école, de Rennes. Et donc je suis basée à Rennes. Je suis responsable de l'équipe Conso et Reporting, qui est une équipe, nationale, enfin voilà, basée un peu partout en France. Et moi, donc du coup, je suis basée à Rennes. Je vous présente ensuite, PKF Arcelon. Donc PKF Arcelon, c'est un groupe qui accompagne les organisations, les dirigeants et les entrepreneurs dans le pilotage de toutes les étapes de leur structuration, leur développement et leur transformation. C'est-à-dire qu'en fait, on traite de tous les métiers qui touchent de près ou de loin aux chiffres. Donc les métiers classiques, de l'expertise comptable, le commissariat aux comptes, l'audit, le traitement de la paye, le juridique, le fiscal. On fait aussi de la formation. On est certifié Calliope. On traite, du conseil en RH, en stratégie, en transaction, en durabilité et donc en consolidation, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Pour vous donner un ordre d'idée, donc on est 930 personnes avec, 70 associés répartis sur 30 bureaux en France. Donc pour ça, j'appuie sur le côté national. On n'est pas que à Paris, on n'a qu'un bureau à Paris, le reste est réparti en France et on fait 93 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, je ne l'ai pas précisé, mais je le dis maintenant. Le webinaire donc est enregistré. Vous aurez après la fin de ce webinaire le replay et le support qui vous seront envoyés. Et puis, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à utiliser le chat qui est dans Teams là. Et si vous avez des questions spécifiques, Fadia et moi, on serait enchantés de vous y répondre, mais plutôt par mail du coup pour pas embêter les autres si vous avez des questions vraiment personnelles, enfin qui traitent de votre dossier personnellement. Voilà. Et puis à la fin du webinaire, quand on aura terminé, on a prévu une session de questions-réponses. Donc n'hésitez pas aussi si vous voulez les partager à l'oral. Voilà, on commence. Vas-y Fadia. Bien, merci Claire.
Donc, effectivement, là, on rentre dans le vif du sujet en vous présentant en fait la notion d'impôt différé et par la définition de l'impôt exigible et donc comment on fait entre impôt différé. Exigible, c'est l'impôt qu'on paye, que l'entreprise paye effectivement, donc effectivement dû durant l'exercice en cours, alors que l'impôt différé, c'est l'impôt dans les exercices futurs et qui va résulter de différences temporaires entre les bases d'imposition comptable et fiscale et qui se projettent dans le futur. Donc, l'impôt exigible, le calcul de l'impôt exigible, la base de calcul de l'impôt exigible, en fait, c'est le résultat fiscal qu'on détermine, en fait, par la différence entre le résultat comptable, auquel on enlève les produits non imposables fiscalement, et auquel on rajoute, on réintègre, en fait, les charges qu'on avait déduites dans le résultat comptable, mais qui ne sont pas déductibles fiscalement. Et bien, en consolidation, c'est pareil. C'est-à-dire que les impôts différés qu'on va comptabiliser, on part du résultat fiscal, entre guillemets, le résultat fiscal consolidé. Donc après, l'ensemble des retraitements consolidés. Donc ça a vraiment la même manière. Différés, il faut savoir qu'ils apparaissent dans les comptes consolidés d'une entreprise pour refléter les créances et dettes d'impôts à venir. C'est pour ça qu'on parle de notion d'impôt différé. Impôt différé, trois éléments. Trois éléments. Le point de vigilance, c'est le choix du taux d'impôt différé. Quel est le taux qu'on choisit? Alors, de manière générale, et c'est la réglementation, on prend le taux d'impôt de la société mère du groupe. Voilà. Alors, j'ai mis le point sur le cas de réduction de taux d'impôt étalé sur plusieurs exercices. C'est ce qu'on a eu, en fait, quand on a eu le cas dans la loi de finances qui a prévu de réduire progressivement le taux d'impôt et de passer de 33% à aujourd'hui 25%. Donc, il fallait savoir quel taux d'impôt choisir pour les impôts différés, pour les comptes consolidés. Donc, cette notion étant justement sur les exercices futurs, on n'avait pas pris les 33 1/3, mais on s'était basé sur les 25%. Et c'était un exemple type qu'on a eu sur le choix qui était important de la notion de taux d'impôt différé dans les comptes consolidés. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, les impôts différés et la 2058A, cette fameuse 2058A qu'on connaît bien et surtout pendant cette période fiscale, on l'a fraîchement dans la tête. Là, la 2058A, nous avons deux éléments. Nous avons les éléments de décalage temporaire et les différences permanentes. Donc, il faut bien faire la distinction de cette 2058A, de ces deux éléments dans la 2058A qui seront importants pour le calcul des impôts différés sur les décalages temporaires notamment. Troisième élément, troisième et dernier, ce sont les écritures spécifiques à la consolidation. Ce qu'on appelle en fait les écritures top conso qu'on a vu dans les webinaires et dont on a des impacts des impôts différés aujourd'hui. Donc, avant de parler des écritures top conso, je laisse la parole à Claire qui va nous exposer la 2058A et l'impact sur les impôts différés. Voilà, merci Fadia. Donc la 2058, en fait, vous connaissez, c'est le feuillet de détermination de résultat fiscal. Et donc à l'intérieur, on va détailler tout ce qui permet de passer du résultat comptable au résultat fiscal. Et on va qualifier en fait tous ces retraitements, tous ces écarts, soit de différences permanentes, soit de différences temporaires. Vous avez compris dans ce que Fadia a déjà exposé qu'en fait les impôts différés doivent venir gommer les différences temporaires entre la fiscalité et la consolidation. Mais en fait, tous les flux, tous ces retraitements ne génèrent pas forcément des impôts différés. Et quand ça n'en génère pas, on appelle ça différences permanentes. Alors, les différences permanentes, donc, ne génèrent pas d'impôts différés. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme différence permanente?
Donc, il y a les charges qui sont non déductibles fiscalement, comme la TVTS, par exemple, des produits qui sont non imposables fiscalement, comme le crédit d'impôt recherche. On a aussi des différences de taux d'imposition. Alors, on a souvent le cas avec des sociétés étrangères, mais on peut aussi avoir le cas de sociétés françaises qui sont imposées à 15% au taux réduit. On a aussi comme différence permanente l'utilisation des reports déficitaires antérieurs qui n'avaient pas donné lieu à activation. On n'avait pas activé ces impôts différés déficits, ces déficits fiscaux. Et puis, on a les écritures de conso qui ne génèrent pas d'impôts différés, comme par exemple les amortissements de goodwill, si on choisit de les amortir. Voilà, donc ces différentes typologies de différences permanentes sont qualifiées de permanentes parce que jamais dans le temps, il n'y a de retournement en fait de ces bases-là et jamais dans le temps, ils seront fiscalisés. On n'a pas d'impôts différés. Deuxième catégorie dans la 2058, ce sont les différences temporaires, donc qui, elles, vont générer des impôts différés. Alors, on a des différences temporaires qui sont déductibles, donc des charges. Comme c'est des charges en base, elles vont générer des économies futures d'impôts, donc des CET, et des différences temporaires imposables, donc des CET de base, en base, des produits, qui vont générer des dettes futures d'impôts, donc des charges. Voilà. Donc les charges en plus sont des économies futures d'impôts, des produits en plus sont des charges d'impôts futurs. Et comme exemple de différences temporaires qu'on peut relever dans les 2058 assez fréquemment, ce sont les congés payés, par exemple, qui sont déductibles au cours de l'exercice de leur versement. Et donc, on a un décalage dans le temps. C'est pour ça qu'on le qualifie de temporaire entre leur position fiscale et leur position en conso. Pour chaque filiale, on vous conseille, et c'est plus que conseil, on vous recommande chaudement et fortement d'avoir un suivi rigoureux de l'ensemble des différences temporaires et permanentes, d'ailleurs, parce que les permanentes vont venir alimenter la preuve d'impôt dont on parlera tout à l'heure, et l'évolution des reports déficitaires, parce que c'est pas parce que vous ne pouvez pas les activer un an, l'année de leur constatation, qu'on ne peut pas les activer après, bien au contraire. Et donc pour cela, il faut pouvoir les suivre dans le temps. Il faut vraiment avoir un suivi rigoureux, c'est important. Et pour les CAC, d'ailleurs, qui peuvent vous le demander, notamment dans les annexes IFRS, mais aussi pour vous, pour les suivre dans le temps. Les reports déficitaires, j'en parlais à l'instant, donc ils peuvent être activés, mais alors attention, c'est vraiment sous réserve d'eux d'avoir un business plan, un BP, qui montre que dans un futur proche, voire très proche, donc les règles le définissent pas tellement, mais en général, c'est de 3 voire 5 ans, un retour à bénéfice fiscal qui pourrait permettre d'imputer les déficits fiscaux qui donc auraient pu être activés. Voilà. Au-delà de 5 ans, on estime qu'on n'a pas de boule magique, donc on ne peut pas prévoir au-delà de 5 ans ce que seront les résultats du groupe. Et donc, on n'active pas au-delà, ça ne sert à rien. Donc, il faut vraiment avoir une vision d'un bénéfice fiscal futur proche pour pouvoir activer les déficits. Nadia. Merci. Donc, les écritures, maintenant qu'on a vu la 2058A, nous allons voir les impacts des écritures top conso au niveau des impôts différés. Donc, les écritures en top conso, c'est donc les écritures qui sont typiquement liées à la consolidation, notamment les écritures d'homogénéisation, de retraitement, les reports déficitaires, pareil, l'intégration fiscale, on verra tout ça plus tard. Mais pour l'instant, donc, impôts différés de nature. Nous avons les impôts différés passifs et les impôts différés actifs. Les impôts différés passifs constituent donc une dette future pour l'entreprise. Donc, c'est l'impôt que l'entreprise va payer plus tard. Il est différé. Cet impôt différé passif, il doit toujours donner lieu à comptabilisation. Il n'y a aucune condition préalable. On comptabilise un impôt différé passif. Contrairement aux impôts différés actifs, où là, c'est une créance future d'impôt. Donc, cet impôt différé actif sera comptabilisé que si la créance peut être récupérée très probablement dans le futur.
Donc, c'est un critère qui est important. Il faut démontrer, donc la récupération de cette créance, il faut la démontrer ou en tout cas bien la documenter. C'est important. Donc, comme disait Claire tout à l'heure, avoir un suivi des impôts différés, c'est vraiment très important pour la consolidation, parce que parfois, quand on passe certaines écritures et qu'on reprend, ou non, ou qu'on reprend, ce qui m'arrive encore aujourd'hui, de reprendre des dossiers, des nouveaux dossiers en consolidation, c'est la première année de consolidation pour moi. Donc, moi, je prends une consolidation existante, je refais un travail approfondi sur le suivi des impôts différés. En général, c'est ce qui me prend le plus de temps. Parce que le suivi des impôts différés, comme ce n'est pas bien documenté, ça peut être chronophage de devoir remonter à toutes les écritures d'origine pour en connaître les impacts. Donc, on vous recommande clairement d'avoir un tableau de suivi. Alors, écriture top conso, impôts différés sur toutes les écritures top conso de manière générale, sauf une seule catégorie, ce sont les écritures qui touchent les titres. Donc, que ce soit les provisions pour dépréciation de titres, les reprises de provisions, les constatations de nouvelles provisions, et bien entendu, qui impactent le goodwill et le badwill, puisque ce sont des écritures qui touchent les titres de participation également, pas d'impôt différé. Contrairement aux écarts d'évaluation, et ça on l'avait vu au webinaire précédent, les écarts d'évaluation, comme ça touche les actifs immobilisés ou les passifs, donc autre élément que les titres de participation. Donc là, oui, pour les écarts d'évaluation, il y a des impôts différés à constater. Voilà. Donc, concernant le postulat à suivre pour les comptes consolidés, est-ce que ça, pour les impôts différés, pardon, je me mets dans une position comme si j'étais en comptabilité sociale et je me dis, je passe une écriture. Cette écriture donc, qui concerne le résultat, une charge ou un produit. Est-ce que cette charge aurait été déductible fiscalement si j'avais à la passer en comptabilité sociale? Ou est-ce que le produit est imposable fiscalement? Oui ou non? Si oui, on constate un impôt différé. Sinon, on n'a pas d'impôt différé. Donc, nous avons peu d'écritures qui ne sont pas soumises à impôt différé. Mais voilà, c'est important d'avoir une très bonne connaissance en fait de toute la réglementation fiscale en vigueur, les lois de finances, de suivre en fait tous ces éléments pour pouvoir voir en consolidation si ces écritures sont soumises à impôt différé ou pas. Voilà. Donc, un point de vigilance sur la notion d'impôt différé, est-ce que ça touche le résultat ou les réserves? Eh bien, ça dépend. On peut avoir donc une écriture conso qui va toucher uniquement le compte de résultat et là, bien entendu, on va impacter des impôts différés sur le compte de résultat. Par contre, si ça touche les réserves parce qu'on fait une écriture qui corrige un changement de méthode comptable, par exemple, impôt différé qui sera comptabilisé dans les réserves en consolidant capitaux propres, pas d'impact sur le résultat. Donc, c'est important de garder ce point en tête. Alors, un petit arbre de décision, est-ce que c'est un IDA? Est-ce que c'est un IDP? Comment on tranche? En fait, il faut repartir de la base de l'écriture, ce qu'on appelle la base d'impôt. Donc, l'impôt, en fait, pour rappel, c'est quand même la base fois le taux d'impôt en négatif. Voilà. Donc, on fait moins base fois taux d'impôt et ça nous donne l'impôt. Donc, si l'écriture à la base impacte un compte de charge, on est donc en 6 en base, donc on va passer un 7 en impôt. Si c'est un 7 en impôt, la contrepartie du 7, c'est un IDA. Et à l'inverse, si on est en compte de produit à la base, si notre écriture de base est un produit, on va générer une charge d'impôt pardon, et donc un IDP. Voilà. Donc il faut vraiment garder en tête que la base, si elle est débitrice, bah, l'impôt sera créditeur et vice-versa en fait. Voilà. La charge va générer une économie d'impôt futur et donc un actif d'impôt différé. Le produit va générer une augmentation future d'impôt parce que comme on a un produit, on augmente le résultat fiscal, donc on va générer de l'impôt complémentaire et donc on est en provision d'impôt différé.
Voilà. C'est assez schématique, mais c'est vraiment une gymnastique d'esprit qu'il faut arriver à appréhender pour bien, bien positionner l'impôt différé. Alors, point de vigilance sur les consos, sur les impôts différés notamment. Il faut absolument, et on va pas arrêter de le dire pendant ce webinaire, mais il faut vraiment avoir un suivi des impôts différés pour pouvoir avoir une idée de quand ça s'apure dans le temps. Est-ce que c'est du temporaire? Est-ce que c'est du permanent? De bien savoir quelle entité ça concerne, parce que si jamais on a une sortie de périmètre, bah, il faut sortir l'impôt différé aussi. Il faut pas l'oublier. Donc, il faut qu'il soit bien positionné sur la bonne entité. On n'a pas d'impôt différé généralement, sauf preuve d'impôt, sans base. Donc, il faut vraiment bien suivre l'impôt différé avec la base. Et plusieurs CAC peuvent demander, et c'est une bonne question, quelle est la base, quelle est l'évolution de la base qui génère ces impôts différés? Donc, à quoi correspond le stock d'IDA ou d'IDP? C'est souvent demandé quand le CAC sait de quoi il parle. On a aussi, deuxième point de vigilance, une compensation IDA-IDP qui doit se faire, mais attention, aux bornes de l'entité fiscale. C'est-à-dire que si on a une intégration fiscale, et on en parlera tout à l'heure, la compensation IDA-IDP se fait juste sur l'entité tête d'intégration fiscale. Et s'il n'y a pas d'intégration fiscale, elle se fait aux bornes de l'entité concernée. Voilà. Donc, il faut penser quand même à compenser IDA-IDP aux bornes de l'entité fiscale. Et troisième point de vigilance, on attire votre attention sur le fait que les impôts différés, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est un calcul, c'est le taux d'impôt fois la base en négatif. Et donc c'est un calcul, ça n'a pas d'effet cash. On ne va pas payer, vous n'allez pas payer au fisc les impôts différés. C'est une anticipation des impôts futurs que vous aurez à payer ou des économies futures d'impôts que vous aurez. Donc, ça n'est pas décaché, ce n'est pas payé. Donc, ça n'a pas d'effet cash, donc ça ne doit pas impacter votre tableau de flux de trésorerie. Voilà, point de vigilance, les impôts différés, c'est quand même un sujet assez pointu, assez technique, et c'est vrai qu'il faut se poser dessus. Voilà, et comment on formalise les impôts différés et comment on se vérifie, c'est la preuve d'impôt. La fameuse tax proof. Alors, pour la petite blague, on s'amusait à dire, quand j'étais il y a quelques années de ça, on s'amusait à dire la taxe plouf. Parce qu'effectivement, c'est quand même un travail qui demande une technicité, un suivi très rigoureux de l'impôt différé. Et c'est un peu l'État qui nous permet, donc la preuve d'impôt, c'est l'État qui nous permet de clôturer les comptes consolidés de l'exercice. La preuve d'impôt, qu'est-ce que c'est? La preuve d'impôt, c'est j'explique la différence entre l'impôt théorique, le passage de l'impôt théorique à l'impôt réel. L'impôt théorique, comment on le calcule? L'impôt théorique, c'est le résultat comptable consolidé, après les retraitements conso, les écritures, etc. Résultat comptable consolidé avant impôt, donc impôt, on parle de là des impôts différés, etc., auquel on applique le taux d'impôt de la société mère, de la conso, donc taux théorique, et on obtient un impôt théorique. Donc ça, c'est calculé. Auquel, en fait, on va le comparer à l'impôt réel, c'est-à-dire l'impôt réellement comptabilisé dans les comptes consolidés, pour obtenir, en fait, ce qui va nous permettre d'obtenir un taux effectif d'imposition qui sera peut-être différent, très probablement différent du taux d'impôt qu'on a déterminé, comme je vous disais, le choix du taux d'impôt, qui est celui de la société mère en général. Voilà. Donc, comment expliquer l'écart? L'écart de donc, ce passage de l'impôt théorique à l'impôt réel, pour le prouver, en fait, pour expliquer cet écart-là, ça peut venir de 3 éléments. Premier point, on a passé une écriture en consolidation qui impacte le résultat ou les réserves, mais qui n'est pas soumise à un impôt différé. Alors, on prenait l'exemple du goodwill, on prenait l'exemple des provisions sur titre qui ont été constatées ou des reprises de provisions, que ce soit une neutralisation de provisions sur titre intragroupe
ou alors tout simplement, bon, une écriture de consolidation, ça peut être une autre nature d'écriture, mais les écritures sur les titres de participation, c'est ce qu'il y a de plus facile à comprendre. Voilà, donc on a une base, mais on n'a pas d'impôt différé. Ça, c'est le premier élément. Deuxième point, origine de l'écart, c'est à contrario, quand on passe une écriture où on corrige un impôt différé, mais sur lequel on n'a pas de base. Donc, notre résultat comptable consolidé, on a cette écriture-là qu'on a passée, mais on n'a pas calculé, on a de l'impôt différé, mais on n'a pas une base. Donc, c'est aussi un élément origine de l'écart. Notamment, donc, comme je vous disais, une correction d'impôts différés sur les exercices antérieurs, des corrections alors j'essaie d'avoir un exemple, mais après, il y en a tellement, mais prenons celui-là, il est plus simple, hein, les corrections d'impôts différés. Enfin, troisième et dernier point, les différences de taux d'impôt. Les différences de taux d'impôt, il peut y avoir un taux d'impôt de la fille, qui peut être par exemple un taux en Espagne ou dans un autre pays dont le taux d'impôt est différent de celui de la France, et que la société mère étant en France, on prend un taux d'impôt consolidé qui sera donc celui de la France et non pas celui de l'Espagne, par exemple. Et là, il y aura un taux d'impôt, une différence de taux d'impôt. Donc, ce sont les trois origines d'écart. Il peut y en avoir d'autres, bien sûr. Là, on parle de la théorie, mais dans la pratique, c'est très rare d'avoir d'autres origines d'écart, mais ça peut exister, c'est au cas par cas, bien entendu. Mais de garder ça en tête, déjà, c'est important. On va le dire, on se répète. Je sais, Claire en a parlé, moi aussi, je vous l'ai dit avant, toujours, on justifie l'écart, entité par entité, on documente. D'accord? On fait une documentation entité par entité et ensuite au niveau groupe. On passe des écritures chez les filiales, on passe des écritures au niveau de la société mère également. On va recenser les différences permanentes fiscales. D'accord? On recense aussi, donc ça, ce sont les points à garder, gardez-les bien en tête. On recense les différences permanentes fiscales. On recense l'ensemble des écritures passées en top conso, chacune des entités. Comme on a vu dans le webinaire précédent, les écritures d'homogénéisation, les écritures de retraitement, optionnelles ou obligatoires, et les écritures d'élimination des opérations réciproques. Donc, ce n'est pas parce que les montants sont pareils que ça s'élimine qu'il n'y a pas d'impôt différé dessus. Il y a de l'impôt différé. C'est juste en fait que charge et produits, ça s'élimine et au final, l'impact est neutre. Mais par contre, pour les plus-values, moins-values de cession interne, les marges sur stock, où là, on neutralise le résultat, là aussi, il y a un impôt différé. Donc, c'est vraiment au cas par cas, un tableau de suivi. On ne le dira jamais assez, c'est très important. D'autant plus, je me permets de rajouter, Fadia, c'est que, point de vigilance, on parle des marges sur stock, les impôts différés suivent les stocks. Ils sont à constater dans l'entité qui garde les stocks. Voilà, c'est important parce que du coup, il faut un sous-jacent à l'impôt différé et donc il est dans l'entité qui garde le stock. Petit aparté, je poursuis. La preuve d'impôt, comment on justifie l'écart? Donc Fadia l'a expliqué, mais quels états on utilise pour justifier ces écarts? Donc, comme on passe du résultat comptable au résultat fiscal, au résultat consolidé, tout ça, ça impacte le résultat fiscal comptable qu'on intègre en intégrant les données et les BG. Au résultat consolidé, on a des retraitements de conso. Et pour pouvoir les pister, ils impactent. On peut les retrouver en prenant un état de passage entre le résultat social et le résultat conso, qui va bien tous les lister. Comme ça impacte le résultat, il y a quand même de fortes chances que ça génère un impôt différé, à moins que ce soit des différences permanentes, comme on revient toujours au même exemple de DAP des Cardac. Voilà, mais il faut quand même avoir cet état de passage-là et on va ventiler qu'est-ce qui est permanent, qu'est-ce qui est temporaire. Si c'est temporaire, c'est de l'impôt différé. Si c'est permanent, j'ai pas d'impôt différé. Utiliser aussi le tableau de bouclage des capitaux propres parce qu'on peut avoir des impôts différés qui n'impactent pas le résultat. On en a parlé tout à l'heure, des différences, des corrections d'erreurs qui impactaient les capitaux propres. On peut aussi avoir en IFRS, beaucoup plus, des impôts différés qui impactent les capitaux propres et pas le résultat. Et en fait, pour avoir un détail, vraiment l'exhaustivité des écritures, qu'elles soient automatiques,
parce que vous utilisez bien sûr tous un logiciel de conso ou manuel, il faut avoir la traçabilité de ces écritures et bien vérifier est-ce que les écritures, si elles sont automatiques, est-ce qu'elles sont paramétrées avec génération d'impôts différés de façon automatique ou pas. Donc, valider d'abord le paramétrage de l'outil et valider si est-ce que effectivement l'impôt différé se déclenche, s'il ne se déclenche pas, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est correct ou pas. Voilà. Donc attention à bien valider chaque écriture. Est-ce que ça génère de l'impôt? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Est-ce que le paramétrage est correctement fait? Et en fait, à chaque fois, vous allez pouvoir reboucler dans la preuve d'impôt. Comme vous passez dans la preuve d'impôt du fiscal au comptable au conso, en fait, on retrace tout et il ne doit y avoir dans la preuve d'impôt que les différences permanentes. Donc, il faut vraiment bien identifier toutes les écritures et fiscales et de conso. Voilà, petite spécificité dans la preuve d'impôt, c'est l'intégration fiscale. Alors, l'intégration fiscale, en quelques mots, elle sert à quoi? Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un dispositif qui a été créé par le fisc, spécialement pour les groupes, pour ne pas pénaliser ceux qui, à l'intérieur d'un groupe, génèrent du bénéfice et donc vont payer de l'impôt suffisamment, et quelqu'un de notre groupe qui serait déficitaire parce que le groupe est organisé comme ça et qui lui ne paierait pas d'impôt, donc ça viendrait pénaliser celle qui fait du résultat. Donc au sein d'un groupe, ils ont créé ce dispositif-là d'intégration fiscale qui permet de déroger à la règle d'imposition individuelle des filiales. Alors, cette intégration fiscale concerne exclusivement des sociétés françaises qui sont soumises à l'IS et qui sont détenues à au moins 95% directement par la société mère et qui clôturent leur exercice comptable à la même date que la société mère. Mais de toute façon, dans la conso, on fait en sorte d'avoir une même période, même nombre de mois d'activité. Voilà. Attention, périmètre d'intégration fiscale n'égale pas forcément périmètre de conso. Voilà, donc il faut vraiment identifier quelle société rentre dans l'intégration fiscale, quelle société n'y rentre pas, parce qu'on ne peut pas juste transvaser les résultats comme ça nous arrange en fonction des résultats dans la conso, des filiales contributrices de la conso. Voilà, je te laisse la parole, Fadia. Merci. Donc, effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais, Claire, le groupe fiscal est déterminé par une convention d'intégration fiscale qu'il faut déposer auprès de l'administration fiscale. Exactement. Et donc, il va déterminer chaque année ou tous les 2 ans les entités du groupe fiscal. Donc, encore une fois, c'est un peu comme la notion de groupe consolidé. On ne peut pas faire yo-yo. Une année, je choisis d'entrer, l'autre année, non, etc. Non. Donc, en fait, il faut quand même qu'il y ait une certaine régularité dans les choix effectués. Donc, au niveau de nos comptes consolidés, comment s'effectue justement l'intégration fiscale? Alors, encore une fois, en utilisant un logiciel de consolidation, on ne dira jamais assez parce qu'on en a mangé des consos sous Excel. Et on en souffre. On en souffre, on en a souffert. Donc, effectivement, dans l'utilisation d'un logiciel de consolidation, l'étape qui est très importante, ce n'est pas l'étape finale, c'est l'étape en amont. L'intégration des liasses dans le logiciel, les résolutions des contrôles bloquants. Et une des étapes essentielles, c'est justement de remplir correctement le module fiscalité différée, qui nous permet justement d'avoir un suivi des impôts différés de manière cohérente et juste. Donc ça, c'est très important. Comment ça se passe concrètement? Les étapes, en fait, lors de la détermination du résultat fiscal, nous avons plusieurs étapes. Première étape, chaque filiale procède au calcul de son résultat fiscal propre, c'est-à-dire qu'elle va calculer une 2058A, pour revenir sur ce point-là, la 2058A comme si elle était imposée individuellement, chacune des filiales du groupe fiscal. Ensuite, cette filiale-là va transférer
ce résultat fiscal, donc en positif ou en négatif, hein, peut être bénéfice ou perte, à la société mère du groupe fiscal. Et cette société mère va additionner les résultats individuels, donc plus ou moins les déficits, plus les bénéfices, etc., pour avoir un résultat net fiscal auquel, avant d'arriver à ce résultat net, elle va faire des éliminations, des opérations réciproques, d'accord, pour obtenir en fait un résultat consolidé fiscal, du groupe fiscal uniquement. Donc, on élimine les opérations internes, les cessions d'IMO, les abandons de créances internes, etc., qui permettent d'avoir une base de calcul d'impôt fiscal cohérente. Une fois qu'elle a déterminé cette base de résultat fiscal, elle va calculer un impôt qui deviendra l'impôt exigible du groupe ou un déficit reportable, donc reportable indéfiniment, sachant que ce point-là, c'est la société mère, sur ce point-là, c'est la société mère qui soit paye le groupe, soit gère le déficit reportable. Alors, ce point-là est important, encore une fois, parce que quand je reviens au module fiscalité différée dans le logiciel comptable, quand on complète en fait le logiciel comptable, donc ce module-là, il est très important de noter quand la filiale du groupe fiscal, quand la filiale, si elle fait partie d'un groupe fiscal, qu'elle va remonter son déficit ou son bénéfice à la société mère. Donc, c'est une ligne spécifique remontée du bénéfice ou du déficit à la mère du groupe fiscal, d'intégration fiscale. Donc, ça, c'est important parce que moi, j'ai vu beaucoup de cas où ce module était mal complété et on se retrouvait avec des sociétés, des filiales de groupe fiscal qui géraient en fait leurs propres déficits fiscaux, donc reportables, voilà. Non, et ça, c'est faux. Donc, ça génère des écritures automatiques, hein, et c'est faux. Donc, d'où une preuve d'impôt ou un suivi des impôts différés qui était assez compliqué. Voilà, donc ce petit aparté sur l'intégration fiscale. Et donc, concrètement, on a cette intégration fiscale qui est traitée lors de la saisie. Donc ça, je vous l'ai déjà expliqué, hein, je suis passée dessus, dans l'alias fiscal lors de l'intégration de la balance. C'est très important. Ce point-là est très important parce qu'on a l'impression de perdre du temps en amont alors qu'on en gagne. On gagne du temps, on gagne en crédibilité, on gagne en justesse des éléments. Très important. Voilà. Merci. Donc, je laisse la parole à Claire pour présenter notre offre de consolidation. Voilà, donc notre offre consolidation, voici ce qu'on est capable de faire, que notre équipe est capable de faire. Donc, de l'externalisation de comptes consolidés total ou partiel en fonction de du besoin du groupe, de l'implémentation d'outils dans le contexte de changement d'outils que vous connaissez tous, soit aide au choix à l'outil, reprise historique suite à changement d'outil ou paramétrage d'état. Du renfort opérationnel, si vous avez un surcroît d'activité, une absence, etc., on peut vous aider. De l'IFRS, alors soit du diagnostic IFRS au passage IFRS ou une étude de normes spécifiques. De l'appui technique ou de la formation, donc via notre organisme certifié Calliope qui s'appelle PKF Academy. On peut vous faire des formations soit techniques, soit outils. On fait aussi du reporting et du pilotage, donc d'indicateurs financiers évidemment liés à la consolidation, qui peuvent vous aider à prendre des décisions, faire des simulations d'impact. On peut aussi vous aider à comprendre vos chiffres consolidés avant audit ou à valider une variation de périmètre, par exemple, un peu spécifique avant passage de vos auditeurs ou clairement faire votre audit de compte conso. Et autre dernier volet qui est assez neuf, exploiter le tableau de flux de trésorerie consolidé pour analyser notamment ces impacts un peu plus en profondeur et vous suggérer, pourquoi pas, des améliorations de votre suivi de BFR. Voilà, et donc ça c'est le volet technique, consolidation et reporting. Et Fadia a un petit plus à vous proposer. Donc, un petit plus que je vous ai déjà présenté au tout début. Donc, effectivement, en plus d'être diplômée d'expertise comptable, je suis également coach certifié RNCP et accréditée au modèle Process Communication.
Donc, c'est un point important qui permet justement de travailler sur des projets si vous souhaitez notamment mettre en place une équipe pour faire des comptes consolidés ou avoir un autre projet, de former vos équipes financières avec la notion d'intelligence collective, motiver les équipes, c'est très important. Et pour pouvoir justement fédérer vos équipes à un même projet et le mener de A à Z et éviter bien entendu des pertes de temps qui génèrent des coûts cachés. Et voilà, donc l'idée c'est d'avoir une intelligence collective autour de ça. Voilà. Merci. Donc, nous avons terminé avec notre présentation. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez les poser soit dans le chat, soit lever la main et on vous enlèvera et on vous remettra le micro, pardon. Après, si vous n'osez pas en groupe, vous pouvez nous adresser un mail à Fadia ou à moi ou à nous deux et on se fera un plaisir de vous répondre sans problème. Bon, en attendant que les questions viennent, pour rappel, donc vous aurez le support et le replay qui vous sera envoyé à la suite. Vous avez aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez accéder au replay qui sera sur notre chaîne YouTube. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Et donc le prochain webinaire, donc le 5e sur la série de 6 qui est prévu, sera le 13 juin. Il traitera des variations de périmètre et du tableau de flux de trésorerie. Et le dernier webinaire traitera, lui, des états financiers, l'annexe, en fait, le point final à la production des comptes consolidés. Voilà, et lui, ça sera le 2 juillet. J'espère que ça vous a plu et qu'on vous retrouvera pour le prochain webinaire. Donc, le webinaire qui est le 13 juin, Voilà, me semble-t-il. c'est ça. Eh bien, merci à tous. Merci pour votre participation, votre Merci présence. beaucoup. À bientôt. Merci. Au Merci, au revoir. revoir.